Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme ça m'a été demandé par quelques personnes sur Instagram, j'avais envie de faire une vidéo sur mes dernières lectures des livres que j'ai appréciés ou beaucoup moins appréciés de ces 6-8 derniers mois. En fait, pendant toute la période où j'étais en médecine, j'ai quand même réussi à lire un certain nombre de bouquins. Et voilà, je voulais vous les présenter, vous dire un peu ce que j'en avais pensé et vous donner quelques suggestions. J'en profite pour vous dire d'ignorer mon teint rouge et luisant qui ressemble fortement à celui d'une écrevisse et mes cheveux qui font n'importe quoi sur ma tête, mais il fait une chaleur épouvantable, vous n'imaginez même pas. Là je lutte pour ne pas suffoquer en fait. Je vais vous présenter dans cette vidéo 9 livres groupés en 3 catégories et commençons sans plus attendre avec les classiques. Cette année, je me suis aperçue que j'avais de grosses lacunes dans ce qu'on peut appeler de la littérature classique. Et donc je me suis dit, il serait peut-être temps de me mettre à jour. Le premier, Lolita de Nabokov. Oui, on commence fort dans cette vidéo, on tape dans l'art, on va là où ça fait mal et on est parti. Alors, Lolita, c'est l'histoire d'Humbert Humbert, un pédocriminel. Oui, alors, meilleure intro du monde, je suis désolée, je pouvais pas résumer le bouquin autrement, mais oui, c'est l'histoire d'un pédocriminel qui, en fait, va tomber sous le charme, avec des gros guillemets, tomber sous le charme d'une gamine de 12 ans et puis qui va tout mettre en œuvre pour l'isoler et la faire tomber entre ses griffes. Mais quand je dis tout, c'est tout, parce qu'il rivalise de malice, de cruauté et d'inventivité le gaillard. Mais de l'autre côté, Lolita, ce n'est pas non plus la figure de la jeune victime innocente. C'est même plutôt une sale mioche en fait, la gamine, parce qu'elle est arrogante, insolente, elle prend tout comme un jeu, elle a aucun sens des responsabilités, et en fait elle prend l'arrivée de cet homme dans sa vie comme une manière de passer le temps. Alors, donner son avis sur un monument littéraire comme Lolita, c'est difficile. Mais c'est encore plus difficile d'admettre que l'on a apprécié ce roman. Parce que, comme vous avez pu le voir, il aborde des sujets plutôt épineux, avec un angle non moins polémique. Donc c'est toujours difficile de dire ouais, c'est l'histoire d'un pédocriminel, mais j'ai grave kiffé, vous voyez. Et pourtant, bon, je vais essayer de le formuler autrement, mais c'est l'idée. J'ai beaucoup aimé Lolita de Nabokov. En fait, justement, je pense que c'est ça tout le génie de l'auteur, parce qu'il arrive à dépeindre un personnage immonde comme Humbert Humbert, mais quand même à lui donner une certaine profondeur. Et puis il arrive aussi à nous plonger dans une espèce de perplexité véritablement, où à la fin on se demande, mais en fait, dans cette histoire, qui manipule qui ? Est-ce que ce serait pas Lolita qui joue de ses charmes et de sa jeunesse et de son apparente innocence pour tromper Humbert Humbert ? Bon, le seul point négatif selon moi, j'avoue, c'est que, vous voyez, le livre est quand même assez gros. Il y avait selon moi quelques longueurs qui m'ont fait, j'avoue, sauter quelques petits paragraphes. Alors je voudrais juste faire une dernière remarque sur ce livre quand même, parce que je voudrais pas m'attirer les foudres. Ce livre ne banalise ni n'excuse en rien la pédocriminalité. Ce n'est pas un manuel sur comment violer des petites filles. Je l'aurais pas lu, si c'était le cas, et je l'aurais sans doute pas aimé. En fait, le personnage d'Humbert Humbert, c'est clairement un gros porc un peu psychopathe sur les bords, et de toute façon, c'est pas du tout le but de l'auteur que de nous faire s'attacher à Humbert Humbert. En fait, on comprend très vite que le personnage, c'est un véritable anti-héros. Et donc, oui, j'ai beaucoup apprécié la prise de risque, en fait. Deuxièmement, Une vie de Simone Veil. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Simone Veil, ce dont je doute fortement, mais on sait jamais, je replace le contexte. Simone Veil, c'est une femme politique française qui est rescapée des camps de concentration, elle était à Auschwitz, et ça a été une figure très importante du paysage politique français et européen, et ce livre, c'est son autobiographie. Encore une fois, c'est dur de donner son avis sur un monument littéraire comme celui-là, mais c'est encore plus dur d'admettre qu'on est assez mitigé. Voilà, je suis navrée, mais j'aurais voulu adorer ce livre, mais ça n'a pas été le cas. En fait, j'ai été complètement happée par ce livre jusqu'à la fin du chapitre 5, qui correspond à peu près jusqu'à la fin de son récit des camps de concentration. Mais après, les 200 dernières pages, c'était une description de son ascension et de son influence dans le paysage politique français d'abord, puis européen. Et je vous avoue que moi, la politique, mais j'y comprends rien. Je sais que c'est une énorme lacune, mais je vous jure qu'avec toute la bonne volonté du monde, moi, les institutions européennes, je suis larguée. Donc en fait, pendant 200 pages, je lisais, mais je ne comprenais pas. Pour le coup, je suis pas le public visé par les 200 dernières pages du livre. Ça vise, je pense, des personnes qui ont déjà une certaine expérience géopolitique et historique que je n'ai, à mon avis, pas encore acquise. En revanche, ce serait un outrage de dire que je ne recommande pas ce livre. Parce que c'est vraiment nécessaire de lire
son histoire et de lire la manière dont elle décrit les camps de concentration. C'est authentique, c'est factuel, presque journalistique, mais pourtant c'est poignant. Et je pense presque que lire ce livre fait partie du devoir de mémoire. Donc Simone Veil, évidemment, est une personnalité incroyable, qui a une vie foisonnante, qui est même un emblème de la culture française, elle est au Panthéon d'ailleurs. Et même si j'ai pas été entièrement conquise par sa biographie, je regrette surtout pas de l'avoir lue, et je recommande vivement donc de lire les passages sur la déportation. Troisième et dernier grand classique, Aurélien d'Aragon. Alors pour vous résumer un peu l'histoire, Aurélien c'est un jeune homme qui ressort traumatisé de la Deuxième Guerre mondiale et qui tombe amoureux de Bérénice. Voilà. En fait c'est très difficile d'élaborer plus que ça le résumé parce que c'est finalement tout ce dont l'histoire tourne autour. Pas sûr que c'était très français ça. Et vous voyez, le livre est gros. Donc pendant plus de 700 pages en fait, on suit les déboires d'Aurélien, qui par ailleurs est une énorme tête à claque. Vous commencez sans doute à le pressentir, je n'ai pas aimé ce roman. En fait j'étais très déçue, mais c'est ma faute. C'est ma faute parce que je connais Aragon, mais je connais Aragon pour sa poésie. Donc moi j'en étais restée à Aragon, c'est Que serais-je sans toi et Les yeux d'Elsa. Et donc je me suis dit que ce roman Aurélien allait être un prolongement de sa poésie, donc quelque chose de très surréaliste, de très touchant, de très beau finalement, et qu'il allait me raconter une histoire d'amour. Sauf que justement, en fait Aurélien c'est pas un roman d'amour, pas du tout. C'est moins le récit d'une histoire d'amour que celui d'une profonde désillusion. Aurélien et Bérénice, ce ne sont pas deux êtres qui sont magnifiés par l'amour, qu'on admire, qu'on respecte et à qui on souhaite tout le bonheur du monde. En fait, on souhaite surtout à Bérénice de filer loin, très loin d'Aurélien, qui est un sacré enfoiré. Bon, malgré tout quand même, à certains passages, j'ai retrouvé la poésie d'Aragon, et ça fait du bien. Donc je pense que je vais rester au poème d'Aragon et aller me mirer dans les yeux d'Elsa. Passons maintenant à la deuxième catégorie, que j'ai nommée les Japonais. Alors, je m'excuse d'avance pour ce nom parce qu'en fait cette catégorie n'a finalement pas lieu d'être, parce que les deux auteurs que je vais vous présenter n'ont en commun que leur nom asiatique et pas du tout un style d'écriture ou d'univers. Mais j'avoue que je savais pas comment catégoriser autrement. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette catégorie est Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Un adolescent qui se fait appeler Kafka Tamura fugue son domicile pour échapper à la malédiction qui lui a été proférée par son père. Ouais. Grosse ambiance familiale chez les Tamura, d'autant plus que sa sœur et sa mère se sont barrées sans explication et surtout se sont barrées sans lui. Et d'un autre côté, on suit Nakata qui est un vieil homme amnésique et qui, poussé par une volonté qu'il ne s'explique pas lui-même, décide de prendre la route. Et leurs deux destinées s'entremêlent pour former un tableau onirique et envoûtant qui est très caractéristique de la plume de Murakami. Si vous me connaissez un peu, vous savez que Murakami est mon auteur préféré, donc je vais pas vous surprendre en vous disant que ce roman est en fait un énorme coup de cœur. Murakami, il maîtrise l'art de nous faire ressentir des choses alors qu'on comprend rien à ce qui se passe. Il mêle avec brio humour, fantastique et mélancolie pour nous embarquer dans un voyage dont on ne sort pas indemne. Mais pour être sensible à sa plume et à son univers, il faut savoir échapper à nos habitudes et à nos attentes en tant que lecteur. Ouvrir un livre de Murakami, c'est accepter de ne pas comprendre la fin, déjà. C'est accepter de ne rien comprendre du tout à certains moments. Et surtout, c'est accepter qu'il n'y ait rien à comprendre. Si vous avez déjà lu des poèmes surréalistes, c'est à peu près le même effet. Ouvrir un livre de Murakami, c'est se laisser hypnotiser. C'est du sentiment à l'état brut, qui va directement dans votre cœur sans passer par votre cerveau. Dans ce sens, je peux tout à fait comprendre que l'on ait du mal avec ça, mais si on y arrive, vraiment, lire Murakami, c'est une expérience qui ne s'oublie jamais. J'en profite pour parler brièvement de ce roman-là, donc qui est Les Amantes du Spoutnik de Haruki Murakami, encore une fois, qui pour moi d'ailleurs s'apparente plus à une nouvelle qu'à un roman. Donc le narrateur, qu'on va appeler par une simple lettre K, est amoureux d'une femme, Sumire, qui est elle-même amoureuse d'une autre femme de 20 ans son aînée et qui est une femme mariée. Alors que les deux femmes sont en vacances en Grèce, Sumire disparaît mystérieusement. Le narrateur part à sa recherche et comprend peu à peu que c'est sans doute son amour destructeur pour cette femme âgée qui l'a menée à sa perte. Et bien je suis sortie de cette lecture assez peu enchantée. Peu enchantée par rapport à ce que je ressens d'habitude avec un Murakami, je veux dire. Mais encore une fois, c'était ma faute, parce que j'attendais énormément de ce roman, parce que c'était Murakami, puis surtout parce que c'était une histoire d'amour entre deux femmes au Japon, dans les années 90. Je me disais, c'est un sujet épineux, mais ça va me plaire. Et en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans. L'univers de Murakami ne m'a pas touchée comme il le fait d'habitude, et en grande partie parce que le roman est trop court, donc j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage. C'est vraiment juste une question de temps, à mon avis. Je pense donc que ce livre est réservé, entre guillemets évidemment, est réservé aux grands adeptes de Murakami, et que si vous voulez commencer à lire cet auteur, c'est peut-être pas par ce livre-là qu'il faut commencer.
6e livre et dernier de sa catégorie, Auprès de moi toujours, de Kazuo Ishiguro, et j'espère ne pas avoir étranglé son nom. Kat, Ruth et Tommy ont été élevés dans un pensionnat idyllique qui s'appelle Helsham, où on leur répétait sans cesse que leur bien-être et leur santé étaient essentiels à la société, mais sans qu'ils comprennent jamais vraiment pourquoi et sans qu'on leur explique vraiment les choses. Kat, une fois adulte, nous raconte son enfance et essaie d'y trouver un sens. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Sincèrement, il est plein de mystères, il est plein de sensibilité, il est brillamment écrit et structuré, et la fin, qui est retentissante, nous laisse plein de questions sur notre société actuelle, sur son avenir, sur l'humanité en tant que telle, sur les progrès de la médecine et de la technologie et les dangers et les dérives que ça pourrait causer. Encore une lecture dont on se souvient et dont on ne sort pas indemne et que je recommande vivement. Troisième catégorie que j'ai nommée les livres contemporains, parce que ce sont des livres qui sont sortis dans les 10-20 dernières années. Premier livre de cette catégorie, Gasps de Maïlis. C'est un livre qui se déroule dans un monde post-apocalyptique où des humains ont acquis d'étranges pouvoirs après s'être réveillés d'une catastrophe qui a laissé une terre totalement inhospitalière et inhabitable. On les appelle les éveillés. Et le personnage principal que l'on suit tout au long du roman est l'une d'entre eux. Elle est solitaire, elle est courageuse, elle est cynique et en fait elle survit de jour en jour dans ce monde inhospitalier. Jusqu'à ce que sa route croise celle de deux petits êtres et là c'est le début des ennuis. Si je devais résumer Gasps en un mot, ce serait haletant. Ouais, je me suis pas trop foulée en effet parce que Gasps en anglais ça veut dire allaitement. Hein? Non, mais pas celui-là. Voilà, ça c'est bien. Bref, ce livre regorge d'action, et en fait le terme regorge est juste parce que vraiment on ne s'ennuie à aucun moment. Il y a de l'action tout le temps. Moi je vous jure, des fois j'étais au fond de mon canapé et j'étais fatiguée rien qu'à la regarder se battre, la grande éveillée. Non, plus sérieusement, j'ai beaucoup apprécié ce livre qui m'a tenu en haleine du début à la fin, et pourtant vous voyez il est énorme, il a plus de 600 pages, donc c'était un sacré pari de tenir le lecteur éveillé jusqu'au bout avec un roman de si longue haleine, et pourtant ça fonctionne très bien. Le personnage principal en particulier est complexe, il est bien campé, il conserve une part de mystère à la fin du roman, et certains traits d'humour sont vraiment délicieux, et donc j'attends avec impatience le tome 2. Et on va passer au dernier roman, Marc Lévy, Le voleur d'ombre. Je vais finir en beauté. Ou plutôt non, pas trop. Enfin bon, on va faire le résumé d'abord. Durant son enfance, le narrateur se découvre le pouvoir d'échanger son ombre avec celle des autres, et en retour, l'ombre qu'il échange lui donne un secret sur son propriétaire. Le garçon ne sait pas trop quoi faire de ce pouvoir, il oscille entre la crainte d'une telle responsabilité et l'espoir de se servir de son pouvoir pour pouvoir faire le bien. Adulte, il fait des études de médecine et il s'aperçoit peu à peu que son enfance le rattrape et il essaye de colmater les brèches de son passé. 1 hour later. Bon, bah décidément Marc Lévy, tu m'auras saoulé jusqu'au bout, parce que je viens de m'apercevoir que les rushs que je pensais avoir enregistrés s'étaient en fait arrêtés en plein milieu de ma critique. Bon, bah du coup, voilà la critique. Dans la séquence qui va suivre, je vais tacler sauvagement ce roman. Ce n'est que mon avis, qui n'engage que moi. Je joue un rôle volontairement condescendant et présomptueux, alors que je ne suis pas une critique littéraire qualifiée. Mon avis a donc la valeur d'un avis, rien de plus. Bisous. Alors, Marc Lévy. Je tiens à préciser que c'est le premier Marc Lévy que je lis. Ce sera sans doute le dernier aussi, j'avoue. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je démarrais cette lecture avec plein d'a priori. Je me disais, vas-y, ça va être mainstream, ça va pas me plaire, c'est un roman de gare, c'est le genre de livre que tu lis sur le banc d'une gare en attendant le TER 26 732 en direction de Maubeuge jusqu'à 3 heures de retard. Et en fait, tous ces a priori, je dois avouer qu'ils se sont révélés totalement exacts. Les 100 premières pages m'ont bien plu. On est plongé donc dans le quotidien de cet enfant, qui est par ailleurs très attachant. Il y a quelques belles tournures stylistiques, mais alors dès qu'on passe à l'âge adulte, là moi j'ai décroché. À partir de là, on est plongé dans le quotidien morose d'un externe en médecine, qui semble d'ailleurs avoir tout oublié de son pouvoir et qui a un capital sympathie proche de 0. Moi j'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je sais pas, il m'était profondément antipathique. Et en fait j'étais très déçue qu'on abandonne l'idée du voleur d'ombre comme ça en plein milieu, parce que t'imagines, tu commences à manger une pizza et puis au milieu, bam, ça devient un hachis parmentier. Ah c'est bon le hachis parmentier, mais c'est décevant quoi. Les personnages sont lisses, la dernière partie du roman est niaise comme un épisode d'amour, gloire et beauté. Bref, vraiment j'ai pas aimé.
Bon, maintenant que j'ai violemment taclé le pauvre voleur d'ombre, je vais essayer d'argumenter de manière un petit peu plus intelligente. La lecture de ce livre m'a permis de comprendre deux choses. La première, c'est je comprends pourquoi ça se vend et pourquoi les gens aiment ça. Et deuxièmement, je comprends pourquoi moi ça ne me plaît pas. Ce roman pour moi c'était comme une tranche de pain de mie. C'était lisse, c'était plat, c'était sans saveur. En fait, c'est un livre qui est extrêmement consensuel. Il n'y a aucune innovation, il n'y a aucune prise de risque. Et on sent que c'est vraiment un livre qui veut plaire à tout le monde. Et en fait voilà, je crois que moi c'est ça qui m'a profondément déplu. Mais en soi, quand on y réfléchit, le fait que ce soit un livre accessible à tous et pour tout le monde, est-ce que c'est une si mauvaise chose au fond? Pas vraiment. Parce que toi, le vendredi soir, quand tu rentres du boulot, après une journée éreintante, que t'arrives à la gare, et que le TER 26 732 en direction de Maubeuge a 3 heures de retard, mais t'es bien content d'avoir un Marc Lévy à te mettre sous la dent. C'est un roman qui est modeste, qui ne prétend rien, qui ne demande rien. C'est un roman d'été, sans prise de tête, facile à lire, très mignon, outre mesure. Et des romans comme ça, finalement, c'est bien qu'il y en a. Bon, maintenant, en tant que lectrice, ça m'a pas touchée. Ça correspondait pas à ce que j'attendais d'un livre, et j'ai pas su l'apprécier comme d'autres personnes apprécient Marc Lévy. Donc j'avoue, en fait, je me suis un peu amusée à le tacler, mais en vrai de vrai, pour être totalement objectif, si vous aimez les romans un peu faciles, un peu mignons, un peu gentils, un peu inoffensifs, mais un peu plats, bah en vrai ça devrait vous séduire beaucoup plus que moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire certains des livres que j'ai présentés, et j'espère aussi vous retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt!